Ok, donc salut tout le monde. Moi c'est Jean-Baptiste, donc je suis diplômé de cette année. J'avais comme directeur de mémoire Frédéric Cosset et je déclare ne pas avoir de lien d'intérêt. Et là je vous présente une petite photo de montagne parce que ma passion c'est la montagne. Euh, je commence par cette petite photo. C'est donc une de mes passions, le snowboard, et je voyais que ces dernières années on avait des augmentations de performances sportives et notamment des énormes rotations avec des prises de hauteur très importantes qui impliquaient des contraintes à la réception tout aussi importantes. Et je me demandais comment est-ce qu'on rééduquait les patients là-dedans. Et j'ai pris un peu plus de recul. Je suis arrivé sur un article de Montalvo qui a été publié l'année dernière, en 2019, qui parle du High Impact Rotation Landing. C'est donc un impact rotatoire important à l'atterrissage. C'est un mécanisme qui implique des contraintes tridimensionnelles, avec des contraintes verticales plus des contraintes rotatoires, et qui se présente dans des sports tels que la gymnastique, mais également le parcours d'obstacles, ou encore des parcours militaires, etc. Et dans cette étude, on montre que les sports impliquant ces contraintes sont les sports ayant le plus de risques de blessure du ligament croisé. Donc, je vous passe les généralités sur le ligament croisé antérieur, mais je vous dis tout de même qu'il y a des conséquences biopsychosociales extrêmement importantes avec des longues convalescences, peur de récidive et atteinte de la carrière sportive. Vous pouvez voir l'étude de Ardern en 2016 qui était bien menée là-dessus. Rapidement, pour le retour au sport, donc classiquement, ça se fait en 3 étapes. Le retour à la participation, retour au sport et à la performance. Pour ce qui est de retour à la participation, c'est tout ce qui est prévention de la douleur, l'œdème, les amplitudes, réveil musculaire. Pour ce qui est du retour au sport, là, ça va être plus du renforcement musculaire et en allant vers du renforcement fonctionnel spécifique. Et le retour à la performance, ça sera progressivement la reprise du sport sur le terrain dans le vue d'une reprise de la compétition. Et beaucoup s'arrêtent à ce moment-là. Je vous mets la Start Framework. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces 3 risques. Le risque lié à la santé, le risque lié à l'activité et celui qui est la tolérance des risques. Donc, pour évaluer tout ça, on aura une partie quantitative et une partie qualitative. Mais la plupart des études sont basées sur le quantitatif, tout simplement parce que c'est objectif, ça simplifie le traitement des données et pour la transmission des données. Alors, on donne des battery tests, comme Kiristidis le propose en 2019, avec notamment ces fameux OpJump qu'on considère comme la pierre angulaire du retour au sport. Ça permet de se baser sur une symétrie de force et de performance qui fait ses preuves, mais qui a tout de même certains biais, comme le montre Gockeler dans son étude en 2017, et qui a tendance aussi à encourager d'avoir des données qualitatives, parce que le quantitatif a une certaine perte d'informations, et notamment sur la qualité du mouvement. Le souci, c'est qu'il y a une difficulté à évaluer les aptitudes vis-à-vis d'une tâche complexe, et qu'il n'y a pas de consensus. Suite. Donc, quand on parle d'altération de la qualité de mouvement, il y a plusieurs théories. Et moi, je partirais sur l'arthrogenic muscle inhibition. On parle d'AMI, qui a été décrit par Palmieri Smith, qui est un déficit du recrutement musculaire après la rupture du ligament croisé. C'était notamment étudié pour le quadriceps, mais c'est aussi valable pour d'autres muscles. Et dans l'étude suivante de Caprelli et Grooms, en fait, on va parler de ces conséquences qui auront lieu en fait au niveau de la plasticité cérébrale, parce que ça sera pas seulement au niveau local, mais ça sera au niveau du cortex qui va se remodeler. Et on aura tendance à passer de stratégies qui étaient d'origine sensorimotrice, basées sur la proprioception du ligament, pardon, et on irait du coup sur des stratégies plus visio-motrices. Et l'altération du coup de la qualité de mouvement se répercute sur le pattern moteur et se présenterait un facteur de risque de récidive. On a Ewet en 2005 qui parle du valgus de genou, Kayembashi qui parle du déficit musculaire sur les abducteurs et rotateurs externes de hanche, et Zazulak sur le déficit neuromusculaire du tronc.
avec tout ça, Paterno avait fait en sorte de montrer une étude sur l'étude de la qualité du mouvement à la réception de saut, et qui montrait qu'en fait, cette altération de pattern était effectivement une manière de diagnostiquer des risques de reblessure. Ainsi a été créé le test LESS, qui est un test, comme vous voyez présenté sur l'image, une personne qui saute d'un petit tabouret en avant, puis refait un saut. Et donc on étudie la qualité du saut selon les 17 critères qui sont à gauche. C'est un des tests les mieux référencés par rapport à l'étude de la qualité du mouvement, souvent comparé en fait, des fois à la simple étude du valgus dynamique du genou, qui est à mon avis insuffisant. Le seul souci de ce test, c'est qu'il n'applique pas des contraintes rotatoires. Et donc ça a été le cœur de mon mémoire. J'ai fait une méthode inspirée des processus Delphi, avec une sélection d'experts. Et ma première étape a consisté en une série d'interviews. Et après analyse transversale, j'ai pu établir un questionnaire avec les paramètres observables que j'ai trouvés dans ces fameuses interviews. Avec ça, j'ai pu établir un consensus, entre guillemets. Voici les résultats, je ne rentre pas trop dans les détails. Je vais d'abord commencer par parler de quelques notions importantes, qui sont la raideur, qui qualifie en fait l'amorti en flexion. Donc ça s'observe notamment dans le plan sagittal, au niveau de la flexion du tronc, de la hanche et des genoux. Mais un excès de raideur est un risque, tout comme un défaut de raideur est un risque. Pour ce qui est du contrôle, j'ai tenu à définir ce terme de contrôle qui peut sonner des fois comme un mot un peu creux. Et donc pour clarifier ça, j'ai parlé de capacité à emmagasiner l'inertie du mouvement efficacement en permettant la stabilisation dans une limite d'amplitude et de temps. Donc pour commencer, les 3 premiers items que j'ai sélectionnés sont les observations globales qui ont fait consensus. Donc on a l'appréciation globale de l'harmonie du mouvement, donc la combinaison d'amplitude non contrôlée, l'apparition de syncinésie et mouvement des membres supérieurs, qui sont aussi des facteurs de risque, et la symétrie des stratégies de réception. Ensuite, pour ce qui est de l'observation d'un plan sagittal, donc je parlais avant de la raideur, on va observer ça surtout au niveau du tronc, donc l'antéflexion non contrôlée, et la rigidité. Au niveau des hanches, on va parler du pelvic tilt. Donc c'est cette antéversion, c'est ce roulement vers l'avant du bassin, qui relève en fait d'un déficit d'activation du deltoïde fessier. Le genou, donc l'observation de rigidité de la flexion du genou, où en fait la principale fonction qui va être aussi au niveau du quadriceps, qui est d'amortir la chute, la réception. Dans le plan frontal, on aura l'observation du déséquilibre latéral du tronc, ainsi qu'au niveau de la hanche pour l'adduction et au niveau du genou pour le valgus dynamique, qu'on dirait à risque. Alors, je tiens à parler de valgus dynamique à risque, parce que en soi, à mon avis, le valgus dynamique n'est pas un risque seul. Il faut qu'il soit associé en fait à une mise en charge qui le mettrait à défaut. Ensuite, ce qui était plus particulier en mon étude, et donc ce qui se rajoutait, sont ces 2 paramètres au niveau du tronc, l'observation de la rotation contrôlée au niveau du tronc et l'observation d'une rotation de hanche interne ou externe non contrôlée. Donc c'était plus spécifique à en fait, ces contraintes rotatoires. Contraintes rotatoires qui sont très peu analysées parce qu'il est difficile en fait, d'analyser ce plan axial. Et c'est toujours rapporté à des plans frontales ou sagittales. Pour ce qui est des pieds, je n'ai pas eu de consensus, mais ce n'est pas lié en fait, à un désaccord, mais c'est plus lié en fait, à l'importance des différentes stratégies de réception. Donc si on imagine qu'on étudie une personne qui fait de la gymnastique et une personne qui fait un parcours, type parcours du combattant, l'un va porter des chaussures, l'autre pas. L'un va être sur un sol stable, l'autre pas. Et on ne parle même pas d'une réception unie ou bipodale, ce qui limite un petit peu l'étude.
Et ensuite, pour conclure, on va parler des intérêts et des limites. Donc, les intérêts qui ont été soulevés dans ce mémoire au cours des entretiens, c'est de diagnostiquer des organisations globales à risque lésionnel et d'avoir des paramètres communs dans une démarche d'évaluation de contraintes physiques et cognitives croissantes. Ça paraît un peu pompeux, mais ça fait écho aux études de Grooms sur la plasticité cérébrale. Bien sûr, c'est aussi réaliser une évaluation fonctionnelle spécifique à la demande du sport pratiqué, comme les recommandations des consensus internationaux. Faire un lien entre les résultats qualitatifs et quantitatifs, car bien sûr, il ne faut pas cloisonner les résultats des tests, et au contraire, le qualitatif va apporter au quantitatif, tout comme le quantitatif va pouvoir permettre d'objectiver des données recensées et subjectives. Et bien sûr, encore pour l'avenir un petit peu de la kiné et plus au sein des clubs de sport, filmer pour avoir une interface avec le patient et permettre d'objectiver les observations. Alors pourquoi filmer? En fait, ça donne aussi un super feedback aux patients. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des années et des années dans le monde du sport parce que ça permet de s'améliorer, de retravailler ses techniques et de se voir de l'extérieur, de réussir à projeter, de faire de l'imagerie mentale. Et ça permet aussi en fait d'avoir une évolution, le stade de départ et le stade d'arrivée, et voire même de pouvoir échanger en fait avec les préparateurs physiques. Pour ce qui est des limites, alors ça nécessite la prise en compte du facteur psychologique face aux contraintes. Comme dans un entretien, un des experts m'avait dit, on ne sait pas en fait si le patient a peur de faire l'action, de faire la réception, et c'est ainsi qu'il aurait son pattern entre guillemets mauvais, ou est-ce que c'est parce que son pattern est mauvais qu'il a peur? Donc c'est un peu quel est l'œuf et de la poule. Et ensuite aussi la difficulté de l'analyse tridimensionnelle qui a déjà été abordée auparavant en parlant du plan axial. Et voilà, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Bravo, merci. J'ai essayé de faire assez rapide parce qu'il y a pas mal de données. J'ai déjà supprimé quelques slides. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? Personne? Est-ce que tu peux revenir sur ta méthodologie? C'est passé rapidement dessus. Je refais la partage d'écran. Ouais. Ça. Ouais. Et du coup, il y a combien d'experts qui ont été inclus? Au final, il y en a eu 7. Donc, il y avait 3 PhD et 4 experts kinés diplômés en kinésithérapie du sport. Ok. Et si j'ai bien compris, les interviews, les questionnaires, parce que quand tu dis là la prise en charge, c'est-à-dire que tu leur demandais dans les questionnaires quels étaient pour eux les items à sélectionner dans cette analyse-là? En fait, ça s'est passé plutôt sous forme de débat où je Ah, les ai contactés. Je n'avais pas de questionnaire préétabli. Et en parlant donc du projet de mon mémoire, des contraintes Earl, en faisant un petit peu le topo, on a commencé souvent au début sur une petite phase d'introduction en discutant de la visualisation de l'expert quant au retour au sport, hein, donc le return to play, et pour enfin venir sur le côté spécifique et pour enfin creuser sur les paramètres objectifs. donc ça s'est fait de façon collégiale en fait, c'est ça? Au cas par cas, à chaque fois je débattais avec une personne et en fait je me suis dit que en fin de compte j'aurais pu faire, comment on appelle ça, un focus group. Je pense Oui, que focus group ça aurait pu être, c'était un peu bâtard entre Delphi et focus group. d'accord. Et c'est toi qui rapportais à chaque fois ce qui était rapporté par l'autre expert?
C'est ça, j'enregistrais des conversations et après, je faisais cette analyse transversale en reprenant les paramètres qui m'avaient semblé pertinents, faisant des rapprochements et essayer de construire en fait des paramètres pour qu'ils puissent voter. C'était aussi quelque chose qui n'était pas une mince affaire. C'est pour ça qu'on retrouve en fait des fois des tournures un peu spéciales, comme on peut voir. Là, je parle du pelvic tilt parce que tout le monde me parlait du pelvic tilt et pourtant c'est un anglicisme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Ouais. Et ouais, après, c'était aussi ces notions de contrôle et de rigidité que j'ai dû un peu redéfinir, qui n'étaient pas abordées par toutes les personnes de la même manière aussi. Ok. Ouais, de gros boulot. Et du coup, il y aurait une suite? Bah, à un moment, ouais, c'était la question, est-ce que je fais un master, est-ce que je fais quelque chose en plus par après, puis au fur et à mesure, avec, on va pas mettre tout sur le dos du confinement, mais j'ai pas pris le temps de m'inscrire à un master, surtout que bah, après, c'est pour quoi faire, quoi. Est-ce que le master, ça m'ouvrirait des portes ou pas, et à quoi ça Parler par rapport à cette étude-là en particulier. Est-ce qu'il y a une autre valorisation que Sophia en vue, type publication ou pas? Alors, avec le directeur de mémoire, lui, il parlait de publier sur la page de Kiné Lyon Formation, qui est l'organisme de formation pour lequel il travaille. D'accord. Pour de ça, publier moi-même cet article, non, j'y ai pas pensé, mais ça, si quelqu'un qui est intéressé pour m'aider dans cette tâche, pourquoi pas. Le bureau de Sophia peut t'accompagner. Mais oui, bah, non, mais c'est pour tous les travaux d'étudiants. Là, on valorise via Sophia, mais la valorisation qui reste et qui est accessible par tout le monde, c'est l'écrit. Donc, c'est dommage quand il y a autant de qui sont. On l'a imprimé aujourd'hui, je l'ai reçu. Ah, Mais ouais, effectivement, c'était pas mal de boulot. Ouais. La retranscription, ça a pris pas mal d'heures. Et même ma copine qui est diplômée l'année dernière m'a aussi un peu aidé dans ses retranscriptions d'entretien. C'était pas mince à faire. Et donc, oui, si Sophia veut m'aider là-dedans, je veux bien. bah, je te laisse recontacter le président. Ouais, ok. Non, mais Si, c'est dommage que ça reste dans les tiroirs, quoi. C'est dommage. Mais faudra oui, on peut t'accompagner et regarder surtout au niveau de la méthode, parce que si on soumet à publication, il y aura des questions. Parfait. Alors.